Vous écoutez Trends Bourse avec Gaël Poncelet et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance, en podcast réalisé avec le soutien de la banque ING. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Bourse avec pas mal de belles choses à évoquer. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors, nous allons reparler un petit peu de la tech américaine. Il se passe pas mal de choses autour du secteur en ce moment. On va également parler réindustrialisation. On sait que c'est un point important pour l'Europe, entre autres, de penser à se réindustrialiser. En fin d'épisode, Vincent Juvin nous rejoindra pour faire un petit point sur l'économie chinoise. Mais parlons pour commencer donc de ce secteur tech américain. Il y a quand même des choses neuves et interpellantes à souligner. Peut-être avec un petit focus pour bien comprendre sur Alphabet. Mais Alphabet, oui, on va quand même revenir en deux mots sur cette fameuse obligation centenaire de la semaine dernière. Rappelons deux mots que Alphabet comptait lever 15 milliards de dollars. Finalement, ils ont porté ça à 32 milliards. Bah oui, ils étaient presque forcés pour ne pas décevoir trop de monde, vu que la demande pour cette obligation s'est élevée finalement à 141 milliards de dollars. C'est quand même considérable. Alors, cette obligation centenaire peut paraître un petit peu surprenante, mais en réalité, ça n'est pas rarissime. C'est vrai qu'on en relève assez rarement. C'était très fréquent au 19e siècle de la part des États. Et puis, c'est revenu à la mode dans les années 90 via quelques entreprises, Walt Disney et Coca-Cola notamment. On a revu ça début des années 2000, 2014 EDF en France, le Mexique qui est mis en euros. Remarquons d'ailleurs que ce n'est pas un record, ces 100 ans. Quand j'ai écrit un article là-dessus il y a 10 ans pour Trends, j'ai été fouiller un petit peu et j'ai trouvé une obligation émise en 1883 par Toronto Grey and Bruce Railway, donc un chemin de fer. C'est devenu le Canadian Pacific depuis lors. Cette obligation était émise avec une échéance de 1000 ans. Donc 100 ans, finalement, c'est assez raisonnable en comparaison. Quelle est concrètement cette obligation ? Alphabet qui émet une obligation, c'est l'occasion de relever certains points. Bon, d'abord, la technologie américaine, rappelons quand même, si besoin en était, que c'est un tiers de la capitalisation mondiale. Donc, quand il se passe des choses là-bas, il faut quand même le suivre de près. Et d'ailleurs, il faut suivre ça de près en tout état de cause. Alors, pour revenir un peu là-dessus, en fait, il s'est passé deux choses récemment sur les marchés financiers, enfin à propos des technologies américaines. D'une part, ce n'est pas nouveau, ça date de la fin de l'an dernier, déjà de l'automne. On s'inquiète un petit peu des investissements monstrueux que les vedettes de la technologie font dans l'intelligence artificielle. Et alors, plus récemment, une autre inquiétude qui est apparue de la part des analystes et gestionnaires, c'est oui, mais on sait bien que ces gens ont beaucoup d'argent, mais en fait, ils commencent maintenant à emprunter de l'argent. Alors là, le risque est double. D'une part, si c'est pas aussi rentable qu'on l'espère, bon, c'est embêtant. Mais si en plus c'est avec de l'argent emprunté, ça devient vraiment très embêtant. Alors, Alphabet, dans ce contexte, que se passe-t-il? Ben, Alphabet, ça s'est bien passé, donc une grosse demande, mais ça c'est pour des raisons peut-être un peu techniques, on le verra. Mais ça s'est beaucoup mieux passé que pour Amazon. Quand Alphabet a déclaré qu'il allait investir 185 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, bah, le marché ne s'est pas fort ému. Depuis lors, le cours a perdu 10%, hein, soyons clairs, c'est vrai. Par contre, quand Amazon avait déclaré investir 200 milliards, soit pas beaucoup plus, le cours avait chuté de 11% aussitôt. Bon, ça s'appelle quand même un petit crash. Donc Alphabet, tiens, est-ce qu'Alphabet n'est pas mieux perçu que les autres? Ben oui, oui, absolument. C'est vrai qu'Alphabet, donc depuis le début de l'année, n'a pas fait grand-chose, exactement comme Nvidia, comme Meta. Je parle du cours de bourse. Tandis que Apple et Amazon sont même un peu dans le rouge et que Microsoft est à moins 16%. La techno américaine, la bourse américaine n'a rien fait depuis le début de l'année. L'Europe a fait plus 6. Première constatation qu'on ne saurait perdre de vue. Mais donc Alphabet, par contre, contrairement à toutes les autres, est en très forte hausse sur un an. Alphabet, on est à plus 70% sur un an. C'est mieux que Nvidia, qui est à plus 40, grosso modo, tandis que les autres, c'est quasiment rien. Donc, visiblement, on assiste à une espèce de hiérarchisation avec Alphabet qui fait vraiment la course en tête des grandes technologies américaines en ce moment. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ce statut de chouchou finalement d'Alphabet? Quels sont ses atouts pour prendre cette tête dans la perception qu'ont les investisseurs?
Et oui, les atouts sont visiblement assez nombreux. En fait, bon, d'abord, Alphabet, faut-il le rappeler, c'est Google, le moteur de recherche Google. On avait des craintes évidemment avec l'intelligence artificielle que Google soit un petit peu délaissé. Bah, visiblement, Google résiste mieux que certains ne le craignaient. Ça va fort bien jusqu'à présent, mais ce n'est pas le seul atout d'Alphabet. Son modèle d'intelligence artificielle Gemini 3 marche fort bien. Le récent dossier de couverture de Trends le plaçait en tête en même temps que GPT 5.2, donc bien avant plusieurs autres. Et alors, Alphabet est devenu une entreprise intégrée également qui concurrence Nvidia, rien que ça, dans le domaine des puces. Les puces d'Alphabet sont des TPU, T pour Tensor Processing Unit, contrairement à NVIDIA, GPU, hein, des graphiques. Mais il s'avère que ces TPU qui sont très spécifiques, alors que les GPU de NVIDIA sont plus généralistes, sont moins chers à l'usage que la fameuse Blackwell de NVIDIA, ce qui est quand même un sacré atout. Est-ce que Alphabet serait en train de damer le pion à NVIDIA? Alphabet, par ailleurs, transporte les données par fibre optique et non pas par le fil de cuivre, ce qui est quand même un gros atout aussi. Donc au total, aujourd'hui, Alphabet, on se dit, c'est vraiment une entreprise non seulement très performante, mais très complète, intégrée. C'est peut-être le meilleur modèle du moment. Alors, vous disiez, hein, que finalement Alphabet n'avait pas fait grand-chose. On peut quand même se demander donc en se positionnant comme investisseur, où est-ce qu'on en est en termes d'investissement justement avec Alphabet? En fait, ces entreprises, premier constat, ne sont pas toutes hors de prix. Le rapport cours-bénéfice, souvent dit PE pour l'anglais, de Nvidia est de 45. Bon, ce n'est pas rien, mais enfin, on a connu pire. Apple, c'est 33. Apple, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est, j'y viens tout de suite. Microsoft et Meta, c'est 25. Amazon et Alphabet, c'est 28. C'est grosso modo la moyenne, un peu plus disons que la moyenne de la bourse américaine. Donc ces ténors de la technologie que certains pouvaient juger hors de prix, ne sont pas exagérément chers, voire pas vraiment très chers, sur base de leur performance actuelle, de leur croissance surtout. Alors c'est d'ailleurs les analystes ne s'y trompent pas, ils sont tous très massivement à l'achat. Il y en a un septième qui sont à conseiller pour Alphabet, un tiers à conseiller pour Apple, c'est la valeur pour laquelle ils sont le moins chauds, mais pour le reste, c'est très, très massivement à l'achat. Alors, bon, oui, on n'est peut-être pas obligé de les suivre et de se ruer là-dessus. Enfin, c'est pas étonnant que les gestionnaires de fonds soient quasiment tous unanimes pour dire: «On les maintient en portefeuille parce qu'on ne peut pas s'en passer, parce que c'est là, que la technologie avance sur le plan mondial», même si la Chine commence à suivre de plus près. Pour l'instant, on les garde en portefeuille et cetera. Non, on ne change pas. Par contre, et c'est là qu'il y a, une autre chose qui se passe actuellement sur, parmi les technologies américaines, les chouchous secondaires, ceux qu'on a un peu montés en nu, il y a Palantir qui est hors de prix, Broadcom, ça va encore. Un dernier chouchou, c'était ScanDisk, mais qui est très fantasque dans ses résultats. Là, visiblement, on se méfie un petit peu plus, en jugeant à juste titre que les bases sont moins solides. Et en fin de compte, c'est un peu ça qui est en train de flancher maintenant, et non pas tellement les Magnific Seven qui se maintiennent sans faire d'étincelles, mais qui se maintiennent quand même, on va dire. Voilà donc pour un aperçu, du secteur technologique américain donc et quelques conseils pour, nos portefeuilles. Changeons complètement de secteur maintenant pour faire un petit point sur l'industrie et le besoin de réindustrialisation avec, des résultats, hein, d'ArcelorMittal entre autres. Oui, c'est quelques jours plus ancien, ArcelorMittal, on va quand même y venir effectivement, hein, l'industrie, on en parle tellement. Nous devons en parler aussi. Mais c'est une très belle valeur, ArcelorMittal, une entreprise importante, hein, 43 milliards de capitalisation. Bon, 1er producteur d'acier du monde, hors Chine en tout cas, et même y compris la Chine, je crois. Heu, Bon quatrième trimestre, production en petit repli, mais cash flow, heu, supérieur aux attentes. Belle marge en dépit d'une conjoncture jugée difficile. Donc très beau parcours aussi.
plus 37% depuis le début de l'année. Le cours a clôturé en petite hausse encore vendredi, plus 104% sur un an. Très belle réussite boursière, donc en plus d'industriels. Maintenant, bon, qu'en penser? En fait, les analystes sont positifs, hein. Les deux tiers sont à l'achat. Il y a un gros, non, allez, un gros tiers qui est à conserver la valeur seulement. Un vendeur. Depuis les résultats, un analyste à la vente. Mais enfin, objectif de cours, 50 € en moyenne, c'est-à-dire un dixième de moins que le cours actuel. Donc bon, ils sont peut-être à l'achat, mais enfin visiblement, ils n'en espèrent pas des miracles. C'est même un peu contradictoire. Ce n'est pas la première fois que l'on observe ça. Alors les perspectives restent bonnes, hein. Le bénéfice par action qui a doublé l'an dernier, devrait encore progresser de 20% cette année-ci, peut-être d'un tiers en 2027. Le rapport cours-bénéfice qui est de 15 retomberait à 12, voire à moins de 10 2027. Donc, ce n'est pas trop cher, mais visiblement, on atteint un palier au niveau des résultats. On peut imaginer qu'on atteint peut-être un palier aussi au niveau du cours de bourse pour une valeur qui est quand même très cyclique. Donc, on pourrait commencer à se délester, on va dire. Il est sans doute un peu tard pour se ruer dessus, mais belle valeur qu'il n'est pas urgent de vendre, mais on peut songer à se délester pour passer à autre chose. Pourquoi pas? Un petit allègement de portefeuille pour, ArcelorMittal. Voilà. Si on doit, retenir, comme chaque semaine, hein, un principe fondamental et devenir encore plus performant, quelle serait la leçon du jour, Guy? Mais je reviendrai à l'obligation. C'est un petit peu anecdotique, quoique pas tout à fait anecdotique. Quand même, revenir à l'obligation centenaire d'Alphabet. Certains pourraient se dire: «Tiens, c'est un peu sympathique ça finalement, une obligation centenaire, bah, alors je l'achète pour mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, c'est assez rigolo, c'est sympa». Je dirais: «Non, attention, c'est très dangereux». Les les obligations peuvent s'avérer dangereuses effectivement, contrairement à ce que pense, souvent l'épargnant, je ne dis pas l'investisseur. Pourquoi? Parce qu'on est tenu donc pour un siècle avec un taux d'intérêt qui pourrait grimper. Alors on n'est pas au plancher. Aujourd'hui, les taux d'intérêt ne sont pas extrêmement bas. Enfin, ils ne sont pas très élevés non plus. Est-ce qu'en cas d'inflation, ils ne pourraient pas monter? Et je voudrais reprendre ici comme illustration ce qu'a présenté Éric Joly, l'invité classique du lundi de Trends Z, en parlant de ce danger-là. Il citait l'obligation émise par l'Autriche en juin 2020, obligation centenaire, à une époque où les taux d'intérêt étaient très bas. Elle affichait un rendement de 0,85%. Sursouscrite 9 fois, gros succès. Oui, mais aujourd'hui, les taux d'intérêt ont quand même bien grimpé. On pourrait dire qu'ils se devraient se situer à 4%, peut-être, pour une obligation pareille. Oui, mais quand vous êtes collé pour encore 95 ans à du 0,85, alors que le taux du marché est de 4, il est évident que votre obligation a perdu beaucoup de sa valeur. Elle vaut aujourd'hui 30%, et je dis bien, elle vaut 30% de son cours de départ. Elle a baissé de 70%. Donc c'est une catastrophe absolue, évidemment. Donc je dirais, attention, c'est 3% ou 4% aujourd'hui, ça n'est pas très bas, enfin, ça n'est pas élevé non plus, donc c'est très dangereux d'acheter une obligation pour 100 ans. Eh ben, voilà qui est bien clair. Merci en tout cas pour, ce signal d'alerte par rapport aux obligations. On se retrouve la semaine prochaine, Guy? Avec grand plaisir. Pour refaire un petit décryptage de l'actualité, c'est à Vincent Juvin maintenant de prendre notre place pour parler un petit peu économie chinoise. Merci en tout cas pour votre fidélité. Et puis, Guy, vous mentionnez Éric Joly. Je rappelle aussi que toutes les chroniques Trends Bourse de Trendz sont disponibles sur notre site trendz.be. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Place maintenant à l'analyse d'un expert en investissement d'ING pour décrypter l'actualité économique. Cette semaine, nous célébrons le Nouvel An chinois qui marque l'entrée dans l'année du cheval de feu. Alors, de nombreuses bourses asiatiques sont fermées pour l'occasion et c'est une bonne occasion justement de prendre un peu de recul sur une économie et un marché qui continuent de fasciner, la Chine. Alors si l'on regarde les chiffres de plus près, l'économie chinoise se porte en apparence plutôt bien. En 2025, elle a atteint l'objectif de croissance fixé par des autorités, à savoir 5%. Et malgré la guerre commerciale, eh bien, cette croissance elle a été largement tirée par les exportations qui ont permis à la Chine d'enregistrer l'an dernier un excédent commercial de 1200 milliards de dollars, un niveau historique. En revanche, le point faible reste la consommation domestique. La confiance des ménages est très basse, notamment en raison d'une crise immobilière qui
perdure et d'un marché du travail atone, puisque le taux de chômage tourne toujours aux alentours de 4,5%, mais celui des jeunes reste proche des 20%, ce qui pèse évidemment sur les perspectives de consommation. Autre phénomène marquant, la baisse continue des achats de biens occidentaux, notamment dans l'automobile, mais aussi du luxe. Ce n'est pas seulement un problème de consommation, il y a une montée en puissance spectaculaire de l'appareil productif chinois. Jusqu'en 2020, la Chine importait autant de voitures qu'elle n'en exportait. Depuis, ses exportations automobiles ont été multipliées par 5, tandis que ses importations ont été divisées par 2. Aujourd'hui, la Chine ne copie plus. Elle fixe désormais les standards. Sa part de marché dans de nombreux secteurs technologiques se situe désormais entre 15 et 25%. On le voit déjà dans l'automobile, avec des marques chinoises de plus en plus présentes sur nos routes. Et demain, ce sera probablement aussi le cas dans l'intelligence artificielle, avec notamment le lancement attendu de DeepSeek 2, voire dans le luxe. Cette montée en puissance commence d'ailleurs à se refléter sur les marchés financiers. Depuis début 2025, la Chine, comme l'ensemble des marchés émergents, surperforme largement les marchés développés, avec une performance d'environ 30% contre 10% pour les bourses mondiales. Autre chiffre révélateur, le classement Fortune 500, qui recense les 500 plus grandes entreprises au monde. On compte désormais plus d'entreprises chinoises que d'américaines, finalement un signal fort de basculement économique. Alors comment aborder la Chine dans un portefeuille aujourd'hui ? Alors pendant longtemps, il suffisait de s'exposer indirectement via de grandes entreprises européennes très présentes en Chine. Ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Il faut désormais s'exposer directement aux entreprises chinoises, notamment via les marchés domestiques de Shanghai et Shenzhen. Pour donner un ordre de grandeur, la Chine ne représente aujourd'hui qu'environ 3% de l'indice MSCI acquis. À mesure que les autorités ouvriront davantage leur marché domestique, il est probable que les fournisseurs d'indices comme MSCI augmenteront progressivement le poids de la Chine dans leur indice. Alors, en ce début d'année du cheval, symbole d'élan et de transformation, c'est peut-être tout simplement le bon moment pour repenser la place de la Chine dans un portefeuille diversifié. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.